Eh bien, bonjour Marion Sigaud, bonjour Nathalie, qui est nouvelle ici. Eh bien, nous allons parler... Alors, vous avez quelques informations à nous donner, d'abord, sur la situation, sur vos conférences, ce qui s'est passé il y a déjà une petite année. Pas une information, c'est une ressortie d'informations déjà anciennes. An, plus d'un an, c'est ça. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il n'y a pas eu de suite, malgré votre plainte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles dans l'absence de nouvelles. J'ai été agressé il y a 1 an, alors que j'étais dans le Tarn-et-Garonne, invité par une association chrétienne, une paroisse, tout simplement, dans un petit village du Tarn-et-Garonne. Ça se passait dans l'église, donc, cette conférence non, ça se passait dans la salle des fêtes. Salle des fêtes qui avait été dûment louée pour l'occasion par l'association qui, faisant partie du village, avait parfaitement le droit de louer louer la salle des fêtes. Et je venais parler de cette fameuse affaire de la Marche Rouge, c'est-à-dire des enlèvements d'enfants pendant le règne de Louis XV. Dont nous allons parler. Et nous étions vraiment entre gens c'était un abbé en soutane qui avait invité. Donc ceux qui n'étaient pas contents pour qu'il y ait des chrétiens sur place n'avaient qu'à pas venir. Je veux dire, c'était quand même annoncé comme tel. C'était Monsieur l'abbé untel qui avait invité. Et là, il devait y avoir 3 conférences, une le vendredi, une le samedi et une autre le dimanche. Celle du dimanche devait avoir lieu chez des religieuses. Et celle de vendredi et de samedi avait lieu dans 2 villages voisins du Tarn-et-Garonne. Et nous arrivons vendredi soir pour que je donne ma conférence. L'abbé commence la réunion par une prière, ce qui est vraiment son droit le plus strict. Ceux qui ne sont pas d'accord n'étaient pas obligés de venir. Ils peuvent même se taire et patienter. Je veux dire, moi, que je sais faire ça quand j'entends des choses qui ne me plaisent pas. Et à peine avait-il terminé de son intervention, sa prière, il se dirige vers sa chaise pour s'asseoir. Il n'a pas pu s'asseoir qu'un Olibrius qui était au premier rang s'est levé, a traversé la salle, a renversé la table, renversé les chaises et m'a empêché de parler. Et là, je me suis rendu compte que 20 personnes, j'ai dit un jour par erreur une quarantaine, non, j'ai refait le truc à l'envers, c'était bien 20 personnes, 20 jeunes, ont lancé une bronca en hurlant, en agitant des cloches, en scandant des les cloches, c'est mieux que les pétards encore. Oui, mais les pétards, ils étaient venus avec des enfants, donc ils auraient perturbé leurs propres gosses. Ouais. Donc ils ont entendu. Ils sont venus avec des enfants. Ils sont venus avec des enfants. Oui, ils doutent de rien, voilà. Ouais. Et l'idée, c'était de m'empêcher de parler parce que je tiens, paraît-il, des propos nauséabonds. Alors c'est la grande nouvelle. Maintenant, les propos ont une odeur. Voilà. Oui. Et il paraît que je fais de l'histoire nauséabonde aussi. Alors l'histoire a une odeur, une mauvaise odeur. Il paraît. Je suis pas au courant. Il paraît que maintenant, d'ailleurs, c'est l'argent qui n'a pas d'odeur. Les gens sont maintenant glacés. Maintenant, maintenant les propos sont glaçants, ils sont plus nauséabonds. Alors je sais pas, à l'époque j'étais pas encore glaçante, j'étais paraît-il nauséabonde. Alors ils ont entendu m'empêcher de parler, ils ont fait vraiment une bronca en poussant des hurlements. Leur argument étant qu'ils savaient tout sur moi parce qu'ils avaient regardé sur Internet. Alors tout savoir sur moi parce qu'ils ont regardé sur Internet avant de venir, ça veut dire que quelqu'un leur a dit de venir m'empêcher de parler. Et tout. Évidemment ils ne vous ont pas lu quoi. Alors ils n'ont lu, ils ne savaient pas de quoi j'allais parler, ils n'ont pas lu ce que j'ai écrit. Je leur ai demandé quel était le livre que j'avais écrit et qui leur déplaisait. Ils m'ont dit aucun, voilà, donc ils n'ont lu aucun de mes livres. Par contre, ils savaient que j'étais publié par Soral, donc Soral étant le diable personnifié, du moment que je suis publié par lui, je suis donc sa petite amie, parce que ça, ils n'ont pas loupé de le dire. Alors, je viens ici solennellement dire que ça n'est pas le cas. Fermez la parenthèse. Et vraiment des hurlements de haine, d'hystérie et tout. Je dis, écoutez, voilà. Et c'est quel genre de gens? Alors, c'est quoi? C'est les antifas? C'est les petits Alors non, parce que les antifas, c'est quand même un truc... les antifas, je crois que c'est assez spécifique. J'ai dit antifa à l'époque, parce que c'est un peu les manières de faire. En fait, c'est pas ça. Moi, c'est plutôt compris. Parisien, les antifas. Voilà, c'est ça. Oui, cela dit, c'est vraiment des petits cons. Hein. Moi, je les ai affrontés plusieurs fois. Alors là, attendez, et violents et intolérants, mais comme c'est pas possible. Ah non, mais alors là, l'intolérance des petits crétins qui m'ont empêché de parler là-bas, c'était équivalent. Non, j'ai fait ma petite enquête et on m'a dit que ce sont des jeunes qui vivent dans plusieurs villages. Ils sont absolument shootés
au RSA, à tout ce qui peut exister d'aide sociale, ce sont des gens qui foutent rien, quoi. Oui, c'est ça. Et qui occupent collectivement des lieux que les municipalités leur ont mis à disposition. En fait, je crois que ce sont les réserves d'hommes de main de tous les salopards qui tiennent la France profonde et qui veulent nous empêcher de nous exprimer. Ils m'ont aspergé de mousse à raser, ce qui leur a permis après de faire voir qu'ils m'avaient entarté. Alors je viens ici spécifier que quand on entarte quelqu'un, on lui met pas de la mousse à raser, on lui met de la tarte à la crème. Donc je n'ai pas été entarté, quoi qu'on dise. Et puis c'est un spécialiste belge, je crois, qui entarte. Voilà, tout à fait. Non, je n'ai pas été entarté. J'ai été recouverte de mousse à raser, que j'ai consciencieusement gardée jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Ensuite, les gendarmes ont pris des photos et je me suis fait nettoyer par tous les braves gens qui étaient là et qui m'ont essuyé après. Oh. Vous savez, c'est froid la mousse à raser. Hein. Ça me gelait le dos, ça me coulait. Enfin, ouais. Donc ils ont pris tous mes livres, parce que j'avais apporté des livres. Quand je me déplace comme ça, les gens me disent, est-ce qu'on pourra avoir des livres dédicacés? Donc j'avais apporté un sac de livres, ils les ont tous pris et on les a retrouvés éparpillés dans le village. Voilà, c'est des gens bien. Hein. C'est l'auto-da-fé, quoi, c'est complètement, c'est fou. C'est des crétins. Alors le lendemain, je les ai retrouvés. À l'autre conférence. Mais dans l'intervalle, les gendarmes étaient venus et j'ai fait ma conférence encadrée par les gendarmes. C'est un grand moment, comble. Ça, c'est un grand souvenir. C'est un grand souvenir. Oui. J'ai une affection. Ça laisse des souvenirs. Non, mais attendez, j'ai une affection et un respect particulier pour les gendarmes, a priori, mais alors là, c'était plus de l'a priori, là, c'était au contact, c'était absolument concret, des gens d'un professionnalisme, d'une rigueur, enfin, vous savez quel est ce que je me suis rendu compte et ce que je leur ai dit, c'est la France n'est pas morte, c'est-à-dire on dit l'État français est mort, la France est morte, il n'y a plus de France. Si, tant qu'il reste des gendarmes comme ça, il reste une France, et je leur ai dit, la France n'est pas morte, je vous vois, la France n'est pas morte. C'était vraiment. Vous savez, dans la tradition de discipline, de rigueur. Ce sont des militaires, les gendarmes, d'ailleurs. C'est pas des policiers. Donc, la France n'est pas morte. La France n'est pas morte, dis-je. Donc, je les salue au passage. Donc, ils m'ont accompagné, et le maire de la commune, Velfey, je crois, a refusé le lendemain de me prêter sa salle, d'honorer sa parole de louer la salle à l'association, parce que paraît-il, j'ai des fréquentations qu'ils n'aiment pas. Non mais attendez, depuis quand est-ce que en France... Non mais c'est complètement hallucinant. Vous savez, des refus de louer des salles, il y en a constamment, hein, en France. Attendez, il y a un truc qui s'appelle la liberté d'expression. D'ailleurs, si j'avais le temps, si j'avais les moyens, si la liberté de commerce, je n'ai pas. Non, mais attendez, c'est contraire à la loi. Monsieur le maire n'a pas à accepter ou refuser en fonction des sympathies qu'il m'attribue. Parce que moi, je suis désolé, mais Alain Soral est mon éditeur, d'accord? Et alors? Ça ne veut pas dire que vous partagez. Alors, d'une part, ça ne veut pas dire que je partage au-delà de. Non, mais attendez, il n'est pas interdit comme éditeur. Oui. Alors où est le problème? On peut savoir. C'est hallucinant. Alors monsieur le maire n'aime pas Alain Soral, donc il veut pas approcher des gens qui approchent Alain Soral. Attendez. Non. Bref. L'affaire s'est terminée que les gendarmes ont pris des photos. Il y avait même un début de film qui a été pris. On a relevé le numéro d'immatriculation de leur voiture. Et en plus de ça, le lendemain, ils étaient tous là. Et ils ont continué. Ils étaient tous là. Ils m'ont pas agressé le lendemain parce que j'étais bien protégé par messieurs les gendarmes. Mais ils étaient tous là. Et j'ai reçu, il y a 3 semaines, un avis, parce que j'ai déposé plainte auprès des gendarmes. C'est eux qui m'ont dit de déposer plainte. Les gendarmes m'ont dit, attendez, c'est pas normal. Allez-y, déposez plainte, on enregistre votre plainte. Et je viens de recevoir un classement sans suite parce qu'on n'a pas réussi à identifier les agresseurs. Alors, vaste rigolade. On les a tous identifiés, les agresseurs. Et ils les connaissent mieux que moi. Mais attendez, je vais pas me battre contre des gens de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça veut dire il y a un ordre pour classer l'affaire, point barre. C'est évident. Puis un ordre pour classer l'affaire, un ordre pour le présenter de façon totalement fallacieuse dans la presse, mais c'est une honte. L'article qui est paru... Il y a eu quelques articles. Il y a eu un article locaux, à la Dépêche du Midi, mais une honte. Le gars a fait l'article comme s'il y était, alors qu'il n'y était pas, en reprenant tous les mensonges et toutes les inexactitudes de ces petits crétins, et en prenant délibérément parti pour les agresseurs contre l'agressé. C'est absolument une honte. Alors ça m'a donné l'occasion... Il en faisait peut-être partie, d'ailleurs. Non, je crois pas. De la bande. Je crois qu'il n'y était pas. Enfin, il n'était pas là, en tout cas. Ça m'a donné l'occasion d'une très jolie lettre ouverte que Alain Soral a fait publier en première page d'Égalité et Réconciliation et qui m'a valu quelques messages d'encouragement et de félicitations. Il y a des petits plaisirs quand même. Il y a des petits plaisirs. Lettre ouverte à Monsieur Tartampion de la Dépêche du Midi. Voilà. Et au maire
maire aussi, enfin, allusion au maire. Non, bah oui, enfin, allusion à tout ça. Pas très et puis, brillant, voilà. tout ça. Ouais. Enfin bref, il paraît que je tiens des propos nauséabonds. J'aime bien l'odeur. Non, mais l'odeur des mots. on est dans un terrorisme intellectuel terrifiant. Absolument. Et alors, il y a une chose que je voudrais dire concernant la Marche Rouge, c'est que c'est la deuxième fois que je me fais agresser et c'est une tentative de m'empêcher de parler parce que j'ai quand même parlé. Quand ces petits crétins sont partis, parce qu'au bout d'un moment, quand ils ont vu qu'ils nous avaient pas fait des guerres pires, ben ils sont repartis. Ils ont dit, maintenant vous partez, on nettoie la salle. Je lui dis, vous partez, nous nettoierons la salle. Et ils ont fini par partir et ils sont partis judicieusement avant que les gendarmes arrivent. Donc moi je l'ai faite ma conférence après. Je l'ai faite avec 1 heure de retard, mais je l'ai faite donc ils m'ont pas empêché de parler. Ils ne m'ont pas empêché de parler. Et 2 ans avant, il m'est arrivé la même mésaventure à Aix-en-Provence. Je suis invité par un je crois que c'était une association royaliste, je crois. Attendez, je dis peut-être une bêtise. Je crois que c'était une association royaliste, mais qui a parfaitement le droit de s'exprimer et de m'inviter. Et je devais parler dans un amphithéâtre à la faculté d'Aix-en-Provence. Je n'ai pas pu passer. Des petits crétins qui s'étaient... Alors, ils sont manifestés dès le matin sur Internet en disant « Soralienne, Sigo, Soralienne maintenant. » Soralienne maintenant. Nauséabonde. Ce nouvel adjectif. Il doit être très fier. Tout le monde sur le pont. Alors là, c'était des communistes, directement. Je crois qu'à Velfey, c'était... À Velfey, je ne plus exactement. C'était des satellites du Parti Socialiste, mais là, carrément, Aix-en-Provence, c'était des communistes. Alors, les communistes, ils veulent pas... Ça existe encore, ça, les communistes? Ouais. Il y a des reliquats. Ouais. Il y a des reliquats. Ouais. Mais alors, ils peuvent interdire la faculté avait donné l'autorisation de me passer un amphithéâtre pour que je parle. Ils ont réussi à l'interdire. Ils avaient vissé des cadres de lit. Je crois qu'ils avaient dû chercher ça dans les dortoirs à côté, là, sur le campus. Ils avaient vissé des cadres de lit, des sommiers à l'entrée de la porte. On ne pouvait pas passer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Puisque je ne peux pas parler à la faculté, je vais parler dehors. Je suis allé dans le jardin au bout du chemin, au bout de la fac, et j'ai fait ma conférence. Donc, par 2 fois, ils ont essayé de m'empêcher de parler. Par 2 fois, ils n'ont pas réussi. Mais l'intérêt de raconter ça, c'est quoi? Et c'est les gendarmes qui m'ont fait la remarque. Les 2 fois, c'était pour parler des enlèvements d'enfants. Tiens donc. J'ai fait des centaines de conférences maintenant. Les 2 fois où on a prétendu m'empêcher de parler, c'était pour parler des enlèvements d'enfants. Tiens donc. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les 2 fois. Donc c'est pas les enlèvements d'enfants aujourd'hui. C'est le sujet qui dérange. Alors moi, je ne sais pas. Je suis pas dans la peau de ces gens-là. De toute façon, ils obéissent aux ordres. Les petits crétins dans un cas comme ça. Oui, c'est pas des gens qui se lèvent têtes. le matin en disant tiens, on va aller empêcher Sigo de parler. Ils reçoivent un coup de fil en disant. Oui, parce qu'ils connaissent même pas d'ailleurs. Ils savent même pas. Ils ont rien lu de moi. Ils savent même pas ce que je vais dire. C'est des ignares, c'est des crétins. Mon Dieu, ce qu'ils sont bêtes. Alors si vous savez. Bon, je sais bien que pour être jeune et intelligent à la fois, il en faut beaucoup, je vais dire, d'intelligence. Aujourd'hui, j'ai été tellement bête quand j'avais leur âge, au même endroit, au demeurant à Aix-en-Provence, que je ne porte pas de jugement sur leur avenir. Mais enfin, bon, sur leur présent, c'est vraiment de la crétinerie en concentré, quoi. Et les gendarmes ont fait judicieusement remarquer que les 2 fois, on les a mobilisés, je ne sais pas qui est on, mais pour tenter de m'empêcher de parler de ce que j'ai appelé la Marche Rouge, c'est-à-dire des enlèvements d'enfants par la police, sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de ce qui se passe en 1750. C'est ça l'histoire nauséabonde, je crois. Oui. Rien de nouveau sous le soleil. Donc on va parler de cette Marche Rouge, parue aux éditions Contre-Culture. Voilà. Donc, alors, ça commence comment, cette Marche Rouge? Bien avant la Marche Rouge, on va parler de la fondation de l'hôpital général. L'hôpital général, c'est une institution ancêtre de ce qu'on a appelé la DAS, ou l'assistance publique. C'est ça, l'assistance l'AP. publique. Voilà. D'accord. L'assistance publique. On disait l'assistance publique au lendemain de la guerre. Je pense que c'est devenu l'assistance publique à partir de, j'en sais rien, je vais dire une bêtise. En tout cas, après la dernière guerre. Je pense. Après, c'est devenu les DAS et puis maintenant, c'est encore autre chose. On disait l'AP. Oui. L'AP, voilà. Ouais. Donc la création de l'hôpital général, c'est sous Louis XIV, mais la genèse de l'hôpital général, c'est sous Louis XIII. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vieux projet. Ouais. C'est un vieux projet de notables, de magistrats beaucoup, en tout cas de gens de justice, qui prétendent. Alors, à l'origine, ce sont des dévots. Moi, j'ai envie de dire des bigots.
parce qu'on peut être dévot sans être bigot, mais eux, ce sont des dévots bigots, c'est-à-dire des redresseurs de tort qui estiment que l'Église est trop douce dans ses pénitences, que les curés ne font pas leur travail, que le désordre public doit être corrigé par des jansénistes plutôt. Non, pas à l'époque. Non, pas à l'époque, pas à l'époque. Ils sont ce qu'on appelle la Compagnie du Saint-Sacrement. Voilà. Alors la Compagnie du Saint-Sacrement tend à vouloir être un État dans l'État, c'est-à-dire ce sont des gens qui fonctionnent, ce sont des laïcs qui ont des prétentions en matière religieuse. Donc, ce sont des puissants, des bourgeois importants en général. Juges. Ouais. Ce sont des juges, ce sont des magistrats, ce sont des magistrats, des gens importants, des gens très importants, des gens de pouvoir, des gens très très importants. Alors ils ne sont pas majoritaires, bien évidemment, au Parlement de Paris, où il y a quand même plusieurs centaines de juges. Ils ne sont pas majoritaires, mais ils sont la minorité active et puissante, et surtout, ils fonctionnent en société secrète. Parce que la Compagnie du Saint-Sacrement, et on a énormément de documents sur la Compagnie du Saint-Sacrement, j'ai lu beaucoup de choses écrites à l'époque, la Compagnie du Saint-Sacrement fonctionnait comme une société secrète. C'était de la franc-maçonnerie avant la franc-maçonnerie. Sauf que c'était pas des simagrées de rites et de trucs comme ça, mais dans le principe... La franc-maçonnerie, quelle époque la franc-maçonnerie arrive en France en 1720. En France, c'est ça. Ça vient d'Angleterre. Voilà, ça vient d'Angleterre. Un siècle après. Donc là, si je vous dis qu'on est en 1620, bah oui, c'est 100 ans avant l'arrivée de la franc-maçonnerie. Vous avez des magistrats, alors pas uniquement des magistrats, ils se cooptent entre eux. Ils cooptent des gens qui vont être de riches marchands ou des nobles ou voilà. Et ils se cooptent entre eux pour redresser les torts, pour rétablir l'ordre moral. Alors on peut comparer aux Templiers, non, peut-être non. Non, je peux pas. J'aime autant pas parler des sujets que je ne maîtrise pas. Et la Moyen Âge, c'est tellement pas c'est tellement pas non, c'est pas mes connaissances, quoi. Oui. Mais effectivement, bon, il y aurait éventuellement des parallèles à faire, mais dans une autre instance, et avec quelqu'un d'autre que moi. Société secrète, un peu, voilà. Société secrète. La Compagnie du Saint-Sacrement, ce sont des redresseurs de tort et des gens qui fonctionnent, 1, par cooptation, et 2, dans le secret le plus total. Et ce sont eux qui ont porté sur les fonds baptismaux le projet d'hôpital général. Le projet d'hôpital général consiste à dire, il faut centraliser les secours à apporter aux pauvres. Les pauvres, c'est quoi ? C'est les gens qui mendient, c'est pas les gens qui restent chez eux. Un pauvre dans un village, l'hôpital général va pas s'occuper de lui. À partir du moment où le pauvre du village ou le pauvre de la ville va avoir perdu son outil de travail et va se mettre à errer et à mendier, il va relever de l'hôpital général dont le but est de prendre en charge de façon centralisée par une institution, alors pas nationale au départ, mais qui finira par avoir des ramifications absolument partout, dans toutes les petites villes. Moi, je vois dans mon village à côté de chez moi, Saint-Sauveur-à-Puisay, il y a un ancien hôpital général. C'est une institution qui a fait des petits absolument partout. Donc création de bâtiments dans pratiquement toutes les villes de France. Avant de créer les bâtiments, mais avant de créer les bâtiments, on va créer l'institution, c'est-à-dire, on va mettre noir sur blanc que les pauvres, on doit les redresser. On doit les redresser. Qu'est-ce qu'un mendiant ? Un mendiant, c'est un flemmard. Un mendiant, c'est un délinquant. Alors, il y a les bons pauvres, et on retrouvera la notion de bon pauvre dans l'hôpital général. Le bon pauvre, c'est celui qui veut bien qu'on s'occupe de lui et qu'on l'enferme. Ça, c'est un bon pauvre. Le pauvre qui va venir à l'hôpital général en disant, voilà, j'ai plus rien, est-ce que vous voulez bien m'enfermer, tout me prendre, me séparer de mon mari et de mes enfants ? Là, on appelle ça des bons pauvres. Les autres, on les rafle. Et l'hôpital général est né dans les textes en 1630, ils ont mis, je crois, les magistrats ont mis, 9 ans à rédiger les statuts, et le roi Louis XIV, alors on dit 1630, c'est Louis XIII, c'est le roi Louis XIV qui va signer l'édit de fondation de l'hôpital général en 1656, c'est-à-dire 2 ans après la fin de la Fronde. Pourquoi la fin de la Fronde ? Pourquoi est-ce que c'est le moment opportun ? Parce que la Fronde a créé une misère effroyable. La Fronde, ça a été une guerre civile absolument atroce. On peut dire que toute guerre civile est particulièrement est atroce. Il y en a pas qui ne soient pas atroces, mais l'afflux de pauvres dans les villes est devenu tellement voyant, tellement visible que quand les magistrats sont venus voir Louis XIV en disant « Majesté, nous avons une solution, est-ce que vous voulez bien nous le confier ? Nous allons nous occuper de tout, voilà, nous avons rédigé les statuts, ça fait longtemps que c'est préparé. » Le roi Louis XIV a signé. Et quand on regarde ce qu'il y a dans ces statuts et quand on sait ce qu'a été le règne de Louis XIV, on ne comprend pas. On ne comprend pas que Louis XIV ait laissé à des notables fonctionnant en société
secrètes, alors ils s'en vantaient pas, mais on le savait, fonctionnant en société secrète, prennent tous les pouvoirs sur la part la plus fragile du royaume. Alors j'ai une explication à cette signature de Louis XIV, pour qui j'ai infiniment de respect. Je veux dire, ça a été un grand roi. On sait qu'il a fait énormément d'erreurs. Bon, mais errare humanum est, il a quand même été un grand roi. Il avait suraigu le sens de son autorité. J'émets comme hypothèse que le roi a accepté de signer ça parce que c'était la condition pour avoir la paix. Qui avait lancé la fronde ? Qui avait tellement mis le roi et sa famille en danger, enfin le roi, le trône en danger, c'était les magistrats. Donc si au moment où les magistrats sont vaincus, s'ils viennent bien humblement dire « Majesté, nous avons une solution au problème de la mendicité », le problème de la mendicité, c'était un problème. Le roi a dit « Bon, bah écoutez, il vous faut quoi ? Que je signe là ? Bon, allez, vous voulez... On a la paix si vous vous occupez de l'hôpital général ?» D'accord. Voilà. C'était se débarrasser. En plus, il avait 18 ans. Oui. Il avait 18 ans. Oui. Il n'avait pas encore l'expérience. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Compagnie du Saint-Sacrement, en 1661, c'était encore Mazarin. C'est-à-dire que c'était pas encore le règne personnel de Louis XIV, qui va venir juste après. Oui. Qui va venir juste après. La fameuse prise de pouvoir. La fameuse prise de pouvoir. Mais en 1661, Mazarin a prévenu le roi que la Compagnie du Saint-Sacrement était un État dans l'État et qu'ils essayaient véritablement de gouverner à sa place. Donc la Compagnie du Saint-Sacrement a été interdite et il y avait donc plus des gens de la Compagnie du Saint-Sacrement pour diriger l'hôpital général. Eh ben, c'est les jansénistes qui ont pris la place, parce que les jansénistes, ils étaient déjà dans la place. Ouais, ils étaient déjà dans la place. Et la bigoterie et la cruauté et la méchanceté, allez, disons la méchanceté, j'aime bien ce mot-là, parce que ça dit bien ce que ça dit. Des jansénistes à la tête de l'hôpital général, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Ce sont des gens qui torturent les pauvres, qui les martyrisent. C'est une horreur, l'hôpital général. C'est une horreur. Et c'est le lieu dans lequel les pauvres sont obligés de se laisser enfermer, et c'est un lieu dans lequel toute personne en France qui veut faire la charité est obligée d'adresser ses legs. On n'a plus le droit de faire un don ou un legs à une association charitable en direction des pauvres sans que ça soit directement et exclusivement à l'hôpital général. C'est quelque chose d'énorme. C'est une institution gigantesque. Et qui a fini complètement centralisé à Paris Alors, non, ça commence à Paris. Ça commence à Paris avec trois établissements. Vous avez l'établissement de la Salpêtrière, qui est encore aujourd'hui à l'emplacement au même endroit, exactement. D'accord. Alors, si vous voulez avoir une idée, faut y aller. Moi, je suis allé plusieurs fois à la Salpêtrière. C'est très beau, hein, c'est un très beau bâtiment. C'est très beau bâtiment. Il y a une chapelle en particulier qui est magnifique. Voilà, Saint-Louis, voilà, tout à fait. Oui. Et puis les bâtiments qu'on voit à l'entrée, là, c'était les anciens le tout premier bâtiment à l'entrée, où se trouve encore le domicile, je crois, de l'administrateur. Mais il n'y avait pas encore la statue de Pinel. Il n'y avait pas encore la statue. Donc c'était déjà à l'époque les appartements de la supérieure de l'hôpital général. Donc vous aviez l'hôpital de la Salpêtrière pour les femmes et les petites filles. Vous aviez Bicêtre. Ça s'appelait la Salpêtrière déjà ? Exactement, oui, parce que ça a été fait sur une ancienne salpêtrière, exactement. Ça, ouais. Il y avait une salpêtrière, une poudrière en fait, poudrière qui avait d'ailleurs explosé en son temps, qui avait d'ailleurs explosé en son temps, et qui était hors les murs. Une salpêtrière, ça se met pas dans les murs d'une ville. Mais la ville grandissant, elle a fini par absorber les bâtiments. Donc la salpêtrière. La poudrière de la Salpêtrière a été remplacée par l'hôpital général, qui a continué de s'appeler la Salpêtrière. Donc c'était l'hôpital pour les femmes et les petites filles. C'est-à-dire c'est un hôpital, c'est pas pour soigner les malades. Pour soigner les malades, c'est les hôtels-lieux. Un hôpital, c'est un lieu de renfermement. On dirait un hospice. Oui, c'est ça. On dira un hospice plus tard. Ouais. Donc l'hôpital général à la Salpêtrière pour les dames et à Bicêtre pour les messieurs, les jeunes gens. Et puis un spécial pour les petits garçons, la Pitié. Et l'hôpital de la Pitié, qui n'existe plus maintenant, n'est pas du tout à côté de la Salpêtrière. Il est rigoureusement à l'emplacement de l'actuelle mosquée de Paris.
Ah, vous prenez la mosquée de Paris, vous la gommez, vous la regardez, vous la gommez, vous mettez l'hôpital général. Quel rêve. Non, c'est un bâtiment. Alors attendez, moi j'ai habité à côté, j'aimais bien aller prendre un petit thé de temps en temps à la mosquée de Paris, il y a un joli jardin. Non. Vous n'allez pas faire aux 5 prières là-bas, non? Non, je veux dire, il y a pas que la mosquée, il y a un petit jardin. Oui, je connais bien. J'étais à Sancier. Ah bon, d'accord. Alors si vous connaissez les lieux, je vais vous dire où était l'entrée de l'hôpital de la Pitié quand vous êtes rue Linné et que vous regardez en direction du jardin des plantes. Oui, c'est-à-dire vous avez la faculté des sciences dans le dos, vous regardez, vous avez un grand mur à gauche qui est le mur du jardin des plantes, d'accord ? Et là, à l'angle, vous avez une clinique. L'entrée de l'hôpital de la Pitié, c'est là. Ah oui, c'est là. Oui, je me souviens de cette clinique. Une clinique moderne. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, exactement à l'emplacement de cette clinique, c'est-à-dire à l'angle de la rue. Alors, c'est plus la rue Linné, là, c'est la rue, je sais plus. Oui, ça doit être un autre. Là pendant 20 ans, enfin bref. Juste à l'angle de la rue, là, c'était là l'entrée de la Pitié. Un beau quartier, donc, on avait mis un bâtiment spécial pour petits garçons. C'est pas mal, ça. Pourquoi ? On peut savoir pourquoi ? Ah, non, tant pis. On ne saura pas. De toute façon, je peux vous raconter ce qui se passait dedans, mais ça, on verra après. Oui, on verra après. Effectivement. Vous écoutez Radio Courtoisie, l'anthologie de la création dirigée par Daniel Abrecorn. Il reçoit Marion Sigaud pour son livre aux éditions Contre-Culture, La Marche Rouge, les enfants perdus de l'hôpital général. Voilà, eh bien... J'ai le privilège de relancer, comme on dit, mais je n'ai pas besoin, puisque vous êtes une telle conférencière. Une grande bavarde, vous voulez dire. Oui, mais il s'agit de bavarder, justement, sur ce livre, La Marche Rouge. Alors, où en était-on ? On décrivait l'endroit de la Pitié. L'endroit de la Pitié, voilà. Alors, revenons à l'histoire, là, un peu la chronologie des faits. On est toujours sous Louis XIV, hein, oui. Et le scandale, alors peu à peu, enfin, comment c'est... Ah non, le scandale, c'est Louis XV. Oui, c'est Louis XV. C'est sous Louis XV. Alors finissons avec Louis XIV, peut-être, si j'ose dire, mais c'est un long règne. C'est un long règne. Alors, on rapte des enfants. Enfin, non, pas sous Louis XIV. Pas sous Louis XIV. Non, c'est Louis XV. On centralise on va centraliser toute la misère du monde. Voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir également, alors ça, c'est effectivement sous Louis XIV. Il y a un monsieur extraordinaire qui s'appelle Vincent de Paul. On l'appelle Saint Vincent de Paul, on l'appelait à l'époque Monsieur Vincent. Oui. Monsieur Vincent, il a été canonisé longtemps après, en 1740 je crois. Ouais. Saint Vincent de Paul fait partie de la Compagnie du Saint-Sacrement auquel il ne siège pas. C'est-à-dire que quand la Compagnie du Saint-Sacrement a été créée, on lui a dit « Monsieur Vincent, voulez-vous adhérer ? C'est une association de dévotes qui veut ceci, qui veut cela. » Il a dit « Ah bah oui, c'est très bien ». Et il a signé. Il n'y a jamais siégé. Donc, il fait partie de ces messieurs qui se servent un petit peu de lui, un peu comme couverture. Ouais. Et ces messieurs sont venus voir Monsieur Vincent qui avait créé une œuvre pour venir au secours de tous ces malheureux enfants abandonnés. Enfin, je veux dire, quand vous avez période de guerre civile avec des gens qui ont tout perdu, vous avez des enfants abandonnés. Oui, il y a les fameux enfants abandonnés à la porte des églises. À la porte des églises. Il y avait même un tourniquet. Il y avait un tourniquet, je crois. Non, c'est après le tourniquet. Ah, c'est après. C'est venu après. C'est quand on a institutionnalisé la chose. Non, il y avait énormément de bébés abandonnés. Il y avait énormément de bébés abandonnés. Il y avait également des gens qui enlevaient des bébés. Hein. Il y avait des raptes d'enfants, des enfants à qui on cassait les bras ou les jambes pour en faire des mendiants. C'était horrible. Et Monsieur Vincent avait créé une institution qui s'appelait les Enfants Trouvés. Et ces messieurs de la Compagnie du Saint-Sacrement et de l'hôpital général sont venus voir Monsieur Vincent en disant « Monsieur Vincent, si vous voulez vous joindre à nous, nous pouvons prendre en charge vos enfants, nous avons l'institution qu'il faut. » Et Monsieur Vincent a répondu « Moi vivant, vous n'aurez pas mes enfants. Moi vivant, vous n'aurez pas mon institution. Vous n'aurez pas ma... » Et dans le mois qui a suivi son décès, ils ont mis la main dessus. C'est-à-dire que tous les enfants trouvés sont passés sous la responsabilité exclusive des magistrats de l'hôpital général. Et pour leur malheur. Pour leur malheur. Pour leur plus grand malheur. Oui, parce que celui qui est devenu Saint Vincent de Paul avait une histoire authentique, vraiment, c'est un type remarquable. Magnifique carrière. Et il avait été, ne l'oublions pas, rapté
par les barbaresques. Exactement. Il a fait de l'esclavage à Alger. Donc, voilà, exactement. il a été esclave à Alger et il s'est échappé, je crois, avec la complicité d'une femme de harem qui était tombée amoureux de lui, je crois, et qu'il l'a laissé échapper. Voilà. Ah bah, vous en savez plus que moi. Ce que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent qui était dépensé pour racheter. Il était pris sur un bateau. Il a été pris sur un bateau. Oui, non, lui, je crois que lui s'est échappé vraiment. Il a réussi à s'échapper. Magnifique, extraordinaire. magnifique. C'est un aventurier. C'est un aventurier fantastique. Mais il y a quelques messages, une histoire sur l'entartrage. L'entartage, c'est ça. Alors la technique, sachez qu'il y a belle lurette que les entartreurs n'utilisent plus de vraie crème. Pour rendre discrète l'approche des lieux et de la cible, la technique est de se munir d'un cercle de carton que l'on sort de sous ses vêtements au dernier moment et que l'on recouvre alors de mousse à raser. L'acte est tout aussi visible et garde son caractère symbolique. Abandonneur, salut. Il n'y avait pas de cercle en carton. Technique. Il n'y avait pas de cercle en carton, donc c'était pas là, une c'était tarte. une bombe. Voilà. Cher auditeur, nous avons bien... voilà. Très bien. Bon, c'est un petit message un peu technique sur l'entartage. Non, mais il n'y a pas eu de cercle en carton. Il n'y avait donc pas ni de cercle à tarte, ni de pelle à tarte, ni de pâte à tarte. Alors, revenons à Alors, Louis XIV... Donc, Louis XIV... Il considère Louis XIV, ça part d'une bonne intention. Il se débarrasse du problème. Il a d'autres soucis. Voilà. il a assez de soucis comme ça. Il en a assez comme ça. Et à la fin de son règne, ça va être très, très difficile aussi. Oui. Et donc, on va passer à Louis XV, peut-être. Alors voilà, les vrais problèmes à l'hôpital général commencent après la mort de Louis XIV, parce que après la mort de Louis XIV, dès le début de la Régence, j'ai abondamment parlé de la Régence, le régent, pour pouvoir avoir les pleins pouvoirs, a rendu aux magistrats du Parlement de Paris que Louis XIV avait bridé, il leur a rendu le droit de remontrance, c'est-à-dire le droit de se mêler de ce qu'ils ne regardaient pas. Voilà. Donc, dès que les magistrats du Parlement de Paris reviennent en grâce, ou en tout cas au pouvoir, peut-on dire, avec la possibilité, avec plus de pouvoir qu'il n'en avait. Dans le même temps, le régent a fait libérer les jansénistes que Louis XIV avait également bridés. Vous lâchez les jansénistes et vous lâchez les magistrats du Parlement de Paris, comme il y en a beaucoup qui sont les mêmes, ils vont empoisonner tout le règne de Louis XV. Et l'affaire de l'hôpital général, c'est une affaire à rebondissement vous avez, d'une façon générale, à l'hôpital général, une administration qui se tient sans discussion possible par un conseil d'administration dans lequel est censé siéger l'archevêque de Paris, dans lequel il ne siège jamais, parce qu'on ne l'invite pas, ou parce qu'il a autre chose à faire, ou parce qu'il s'en fiche. Voilà. Bon. Et il y a des dévotions perpétuelles à l'hôpital général. C'est-à-dire, je vous ai dit que ce sont des bigots, ce sont des laïcs et des bigots qui passent leur temps à donner leur avis sur des points de dogme et c'est tout le problème de la montée du jansénisme. Qu'est-ce que c'est que le jansénisme ? Un janséniste, c'est un gars qui est beaucoup plus catholique que le pape et encore plus royaliste que le roi. C'est-à-dire qu'il veut donner des leçons à tout le monde. Et l'hôpital général, il y avait une autorité ecclésiastique pour parler d'affaires de sacrement et ça ne regardait pas les magistrats. Or, il y a eu des querelles ecclésiastiques qui ont débordé sur l'hôpital général. Et pourtant, ils avaient été bridés sous Louis XIV. Enfin, le régent les a lâchés. Le régent voilà, pour avoir le pouvoir. Le fameux régent, qui l'a regretté, mais alors il n'a pas mis 6 mois à regretter. Il s'est mordu les doigts jusqu'au poignet là d'avoir fait ça. Hein. Mais c'était trop tard. C'était trop tard, vous savez. Attendez, monseigneur, vous nous rendez le droit de remontrance et puis on est d'accord pour vous donner les pleins pouvoirs. Ah bah allons-y. Sauf que quand vous avez le droit de remontrance, celui qui a les pleins pouvoirs, il les a pas, puisque vous pouvez lui faire des remontrances en permanence. C'est tout un jeu qu'on oublie ça dans cette royauté dite absolue. C'est le pouvoir du Parlement finalement, qui est très très important. Mais vous savez, la royauté, elle est absolue dans un principe. Elle n'est pas forcément absolue dans les faits. Quand le roi n'est pas obéi, il n'est pas obéi. Ouais, bien sûr. Et les magistrats ont passé leur temps à désobéir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'affaire de l'hôpital général, c'est quoi ? Vous avez des disputes qui ont lieu à l'hôpital général à propos de telle décision, de telle autorité, de ci, de là. Le roi essaye d'y mettre le holà. Il essaye alors, le roi Louis XV, il est débonnaire. Il est pas du tout, il est débonnaire. C'est pas un roi autoritaire et cassant comme l'a été Louis XIV. Louis XV, il veut que ça s'arrange, il veut bien écouter les uns, il veut écouter les autres, il veut faire des concessions et tout. Puis finalement, il se fait marcher sur les pieds en permanence. C'est le bien-aimé. À l'époque, oui, encore. C'est à ce moment-là qu'il va cesser de l'être. Hein. C'est rigoureusement à ce moment-là
moment-là qu'il va cesser de l'être. Donc, il y a une affaire qui explose à l'hôpital général et qui est absolument insensée. Le roi demande à l'archevêque de Paris d'aller siéger à l'hôpital général. Il est censé y siéger de droit. Dans les statuts de l'hôpital général, l'archevêque doit siéger. Or, il n'y siège pas. Le roi appelle son archevêque, Monseigneur de Beaumont, il dit maintenant vous allez siéger. L'archevêque arrive, l'hôpital général déclenche la bronca et le Parlement de Paris se met en grève. Attendez. Le Parlement de Paris se met en grève parce que l'archevêque vient regarder ce qui se passe à l'hôpital général. On aimerait savoir ce qui se passe quand même. Ouais. Alors c'est tout le sujet du livre. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital général? Alors un détournement de fonds. Enfin je veux dire c'est une honte. L'hôpital général c'est la vache à lait de ces gens-là. Vous avez de la corruption. C'est monstrueux. Au niveau de la trafic. Ils font du trafic de tout. Sur la nourriture, sur l'équipement. De trafic de tout. Il y a alors les pauvres sont traités de façon ignoble. Vous avez des femmes qui sont recrutées pour leur sadisme. Alors bon, je dis pas les femmes sont méchantes parce que je ne le crois pas d'une part et d'autre part c'est complètement crétin de faire une généralité pareille. Ce qu'on appelle les sœurs, les officières de l'hôpital général, elles sont recrutées en fonction de leur cruauté. Qui est-ce qui les recrute? C'est les magistrats du Parlement, du conseil d'administration, qui couchent avec, bien évidemment, parce que ces sœurs qui sont des laïcs, elles passent leur journée à donner des leçons. Ce sont des laïcs, ce ne sont pas des religieuses. Elles n'ont fait aucun vœu. Elles passent leur temps à prêcher la pudibonderie et Jésus, Maria. Donc c'est des demoiselles recrutées. C'est des demoiselles recrutées. Elles ont toutes un amant minimum, quand c'est pas 2 ou 3. Quand c'est pas 2 ou 3, c'est-à-dire ce sont les officières à la dévotion des magistrats qui les recrutent pour leur soumission à l'autorité. Ensuite, on leur dit c'est open bar, vous faites ce que vous voulez avec les enfermés. Eh ben on les vole, on les pille, puis on les martyrise, on les torture, on les bat, c'est effrayant, c'est effrayant. Et quand le roi est lassé d'entendre toutes les plaintes qu'il reçoit, parce que sans arrêt, l'hôpital général, c'est un moulin. On rentre, on sort. Alors, on rentre parce qu'on en a reçu l'ordre, et on sort parce qu'on en a reçu également l'ordre. Donc, c'est pas un moulin dans ce sens que si vous entrez à l'hôpital général, vous avez envie de sortir, vous sortez quand on vous en donne l'autorisation ou quand vous vous évadez. Et dans les registres de l'hôpital général, il y a des évasions en veux-tu, en voilà. Hein. Il y a toujours des moyens de s'évader. Bah oui, parce que vous avez du linge qui rentre, qui sort, vous avez des charrettes, vous avez des filles qui réussissent à sortir. Mais pas. C'est un camp de concentration. C'est la définition. Voilà. Sauf qu'il n'y avait pas de barbelés, mais c'est la définition. C'est-à-dire c'est un vaste enclos, bien fermé à l'extérieur et très très vaste à l'intérieur. C'est plusieurs dizaines d'hectares. Voilà. Oui, c'est une ville dans la ville. C'est une ville dans la ville avec son cimetière, avec son hôpital dans l'hôpital, avec sa prison, avec ses ateliers. Et les officières font régner absolument la terreur à l'hôpital. Et quand l'archevêque qui a été nommé par le roi, enfin à qui le roi a demandé d'aller mettre de l'ordre quand il arrive, c'est la bronca, c'est effrayant. Et c'est l'archevêque de Beaumont, c'est ça? Monseigneur de Beaumont, Christophe de Beaumont, qui est un des grands personnages, un des grands prélats du siècle. Moi, je vois quelques très très grandes figures ecclésiastiques du siècle. Il y a Monseigneur de Beaumont, Monseigneur de Belzins à Marseille, et je vois Monseigneur de la Motte à Amiens. J'en vois déjà 3, alors il y en a peut-être plus, mais ces 3-là, je pourrais venir vous en parler, ce sont des très très grands personnages. Des très grands personnages. Et alors il y a une femme qui est nommée aussi... alors voilà, il y a une nouvelle directrice de l'hôpital général, une nouvelle supérieure, comme on dit. Et alors elle va être supérieure de la Salpêtrière, mais des 2 autres institutions aussi. C'est-à-dire que l'hôpital général nommée à Paris, par le roi. Non, elle est nommée par le conseil d'administration. Ah, par le conseil d'administration. Par le conseil d'administration. Et le conseil d'administration se réunit, il y a l'archevêque, il y a le premier président du Parlement, il y a le procureur, enfin je me souviens plus exactement de qui siège, mais ce sont des très hauts personnages, et vous avez le bureau exécutif. Voilà. Et ces gens-là votent, alors le bureau a sa candidate, c'est-à-dire une fille qui couche, qui est du sérail depuis longtemps, elle a tout à fait le profil, elle est méchante, elle est sans scrupules, elle a le profil idéal. Et vous avez la candidate, Madame de Moisan, qui est une amie de l'archevêque, une femme tout à fait honorable, tout à fait honorable, tout à fait de bonne compagnie, à la fois honorable, une veuve, amie de l'archevêque. Voilà, l'archevêque a comme amie une certaine Madame de Moisan, veuve Herbert de Moisan.
Une dame tout à fait délicieuse, qui aura les compétences, parce qu'il suffit qu'elle s'y mette, et puis alors que l'autre dit, oui, mais alors l'autre, elle est là, elle est dans la place depuis très longtemps, elle sera mieux. Non. Pour diriger une institution, il faut avoir les capacités, puis après, on apprend sur le tas. Et l'élection de Madame de Moisan se fait comment ? Les gens votent. Donc le bureau vote comme un seul homme pour la candidate glauque, et le conseil d'administration vote pour Madame de Moisan. Le conseil d'administration, c'est l'archevêque, et puis c'est hauts messieurs du Parlement de Paris qui ont voté comme l'archevêque, parce qu'ils osent pas trop. Et l'archevêque dit, voilà, Madame de Moisan est élue. Alors il dit, attendez, monseigneur, pas du tout, aux voix. Donc, comment ça, les voix, vous êtes que le conseil d'administration. Et l'archevêque referme son truc en disant, Madame de Moisan est élue, et on arrête là. Les autres, ils disent, mais c'est pas possible, on va pas laisser faire ça. On va pas laisser cet archevêque venir regarder ce qui se passe. Et c'est eux qui lancent la grève générale parce que parce qu'on a nommé la mauvaise personne. Parce qu'on a nommé la mauvaise personne. Vous vous rendez compte ? Mais qu'est-ce qu'ils avaient à cacher, quoi ? C'est ce que je me suis efforcé de savoir. Oui, c'était pourri. L'affaire de l'élection de Madame de Moisan, c'est 49. Et ce que j'appelle la marche rouge, c'est 50. Ah oui, c'est très proche. Et c'est très très proche. Ouais. Et l'archevêque arrive, il arrive pour siéger à l'hôpital général immédiatement dans la foulée, c'est-à-dire c'est mai-juin, je crois, 1749, l'arrivée de Madame de Moisan. Et là, c'est l'affolement en général. À l'hôpital général, vous avez des sœurs qui démissionnent, qui partent la nuit, parce qu'on leur raconte que l'archevêque va les poursuivre, va les obliger à ceci, à cela. En fait, c'était la belle vie pour les officières. Quand l'archevêque arrive, la belle vie, ça va être fini. Oui. Alors, nous avons un message, là, vous pouvez le lire, peut-être Bon, c'est un cas particulier, je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec notre affaire, mais enfin, allons-y. Un auditeur de Radio Courtoisie vous a entendu parler de l'hôpital général pour les enfants. Il mentionne l'hôpital Necker, aimerait savoir quand a été créé cet hôpital et par qui. Alors, l'hôpital Necker, c'est un hôpital pour les malades. Alors, Necker, c'est 30 ans après. C'est 30 ans plus tard, voilà. C'est 30 ans plus tard, voilà. Et nous ne ferons pas d'amalgame, bien sûr. Non, mais c'est 30 ans plus tard. Et c'est un hôpital pour les enfants malades, qui était voulu par son épouse, Suzanne Necker. Et alors, je précise que pour la fondation de l'hôpital Necker, l'archevêque Monseigneur de Beaumont a donné de l'argent personnel qu'il avait gagné dans un procès. Il l'a donné à Madame Necker pour l'aider à faire un hôpital décent pour les enfants malades. Voilà, oui. Suite de l'histoire. C'est un hôpital très décent, effectivement. Ah, c'était un hôpital, tout ce qu'il y a de plus Mon décent. Mon père y a travaillé, alors. Donc c'est 30 ans plus tard. Voilà. Beaucoup plus tard, il y a travaillé. Encore un petit message. Et un autre auditeur de Radio Courtoisie nous conseille un film à l'affiche actuellement à Paris, au moins, c'est ce que nous dit l'auditeur. Ce film s'appelle L'échange des princesses et il traite de Louis XV et des rapports de force qu'il existait autour de lui. Dans son règne. Oui. Oui. Alors, j'ai pas vu le film, mais j'aimerais bien. Ah, faudrait que j'aille voir ça. Non, je suis pas au courant. Très bien. Bonne information. Les enjeux de pouvoir sous le règne de Louis XV, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Oui. Alors, les rapts d'enfants. Alors, les rapts d'enfants. L'affaire de l'hôpital général se passe en mai-juin 49. Ouais. Et à partir de fin septembre 49, la police commence à enlever des enfants dans les rues. Alors, au début, c'est pas des enfants, ce sont des jeunes gens. Des jeunes gens qui déambulent, toc, on les rafle et on les met en prison. Et là, c'est la police. Là, c'est la police. D'accord. Bon, les gens s'agitent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, on réussit de temps en temps. Ils disparaissent, donc on les met en prison. Voilà. On les met en prison. Hmm. Bon, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Bon, il y en a qui ressortent. Alors, la chose s'était déjà faite en 1720 pour les envoyer au Mississippi. En 1720, à l'époque de l'affaire de l'eau, le régent avait autorisé. Il n'avait pas donné l'ordre. Il avait autorisé. On sait qui avait donné l'ordre. C'est en l'occurrence la compagnie du Mississippi. On avait enlevé des gens pour les envoyer au Mississippi pour aller peupler la colonie et faire rentrer des sous dans les caisses de la compagnie. En 1750, ça recommence. Ça commence fin septembre et de plus en plus, octobre, novembre, décembre, vous avez des exempts, c'est-à-dire des agents de police
la police de ce qu'on appelait la robe courte, c'est-à-dire des gens qui étaient susceptibles de monter à cheval. La robe longue, quand on est magistrat de robe longue, on ne monte pas à cheval. Quand vous êtes magistrat de robe courte, vous pouvez monter à cheval. Vous savez, la robe courte, c'est là. Oui. Ce qui deviendra par la suite assise et debout. Voilà. Ouais. Donc, ce sont des exemples de robes courtes qui sont payées par le lieutenant général de police, et un monsieur qui est à la dévotion de la marquise de Pompadour, comme beaucoup de gens à l'époque, et qui se met à enlever les enfants dans les rues. Alors, ce qui est intéressant de dire quand même pour cette histoire d'enlèvement d'enfants dans les rues, c'est que pendant longtemps, jusqu'à ce que les historiens se penchent sur la chose, il y a eu une version officielle, les gens croyaient qu'on enlevait leurs enfants. Alors, ils étaient bêtes, nos aïeux. Ils croyaient qu'on enlevait leurs enfants, faut-il être bête? Bah oui, qu'on les enlevait. Ouais. Évidemment qu'on les enlevait. Il y a même eu des plaintes, il y a des dossiers énormes. Alors, il y a des historiens très sérieux qui ont fait le travail, mais... Et d'où une révolte, alors petit à petit, les gens... au début, les gens la marche rouge. Ouais. Alors, ce que j'ai appelé la marche rouge, c'est les trois derniers jours de la révolte des Parisiens contre les enleveurs d'enfants. Alors là, il y a eu du sang sur les murs, et puis pas que sur les murs. Ouais. Ils vont jusqu'à envahir des commissariats et casser des commissariats. 3 commissariats, rue Geoffroy-Lanier, rue Saint-Honoré. C'est fou. Il y a eu des émeutes d'une violence. Et avec des morts. Il y a eu des morts. C'est une affaire beaucoup plus importante que mois de mai 68. Attendez, ça n'a absolument rien à voir. Mais le pari était sur les dents. Alors malheureusement, il nous reste 3 minutes. Vous voyez, le sujet est tellement passionnant. Moi, je vous propose, Marion Sigaud, que vous reveniez pour vous raconter la suite de la marche rouge. Alors juste un mot. Alors pourquoi la marche rouge? C'est une révolte sanglante. J'ai appelé ça la marche rouge parce qu'en 1996, c'est pas le nom de l'époque. C'est pas le nom de l'époque. C'est moi qui ai inventé ça. D'accord. Il y a eu la marche blanche en Belgique à propos de l'affaire Dutroux. Vous savez, quand les parents belges ont compris qu'on enlevait leurs enfants pour les livrer à des réseaux pédophiles, effectivement. Voilà. Et c'était exactement la même chose à l'époque. Sauf presque que là, la même chose. À l'époque, les parents ils sont sortis avec des fleurs blanches et des petits ballons, alors qu'en 1750, ils sont sortis avec les planches à clous, les piolets et les pavés. Et ils ont fait des morts. Oui, des messages d'auditeurs que nous n'aurons pas le temps de lire, mais qui prouvent que votre venue à nouveau sera bien appréciée des auditeurs. Eh ben, je les remercie. Quelques annonces. Les annonces d'événements pour le mois de mars. Le 11 mars, le pèlerinage à la Sainte-Unique d'Argenteuil avec Radio Silence à 15h. L'UNEC. Et l'UNEC, oui. Le 12 mars, les Bobards d'Or au théâtre du Gymnase à 19h. Très drôle manifestation. Et le 17 mars à 19h également, la conférence Terre et Famille à Briot en Saône-et-Loire. Brillant, pardon. En Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire. Voilà. Renseignez-vous sur Internet. Eh bien, écoutez, il me reste à remercier Marion Sigaud. En attendant qu'on reparle de cette marche rouge, je vous le promets, nous reviendrons parce que vraiment c'est très passionnant. On n'a pas juste abordé la chose. Et je rappelle le titre, La marche rouge par Marion Sigaud, publié aux éditions Contre-Culture. J'ai fait des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, dans lesquelles je raconte en 8 épisodes les détails de la marche rouge. Très bien, merci. Merci à vous. Et à bientôt donc. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre Anthologie de la création, dirigée par Daniel Abrecorn, assistée de Nathalie, diffusée en direct jeudi 22 février 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.